Tout en mangeant, Daniel jetait des coups d'œil vers le couloir, son petit corps tremblant. Sa mère, Claire, avait installé une caméra et découvert l'origine de sa peur. Claire se leva et ferma la fenêtre de la cuisine. Un vent glacial et glacial soufflait du couloir du 7e étage, portant un léger hurlement lugubre, comme un soupir derrière le mur. Elle frissonna, remonta le col de son pull et vérifia l'horloge gravée dans le vieux mur de briques, 19h03. « Daniel, viens dîner », appela-t-elle. « J'ai préparé une soupe de légumes au poulet, comme tu aimes. » De légers pas lui répondirent dans le salon. Son fils de 5 ans apparut, serrant contre lui son ours en peluche délavé, Léo. Il s'assit en face d'elle, sans jamais regarder le bol fumant. Au lieu de cela, ses grands yeux noirs étaient fixés sur le couloir sombre, derrière l'entrebâillement de la porte principale. Claire pencha la tête. « Qu'est-ce que tu regardes ?» Il ne répondit pas, se contentant de serrer les lèvres et de trembler en levant une cuillerée de soupe, puis en la laissant retomber dans le bol. Quelques gouttes éclaboussèrent son t-shirt blanc à motif de dinosaure. « Daniel, concentre-toi sur ton repas », lança Claire, le front plissé par l'épuisement. « Tu fais toujours comme si tu te cachais. Tu redeviens paresseux. » Le garçon tressaillit, posa sa cuillère et les larmes lui montèrent aux yeux. Il murmura juste assez fort pour qu'elle l'entende, « Maman, aujourd'hui, il est plus près qu'hier. » Claire se figea. « Quoi ?» Daniel baissa la tête et serra Léo plus fort, puis reporta son regard sur le couloir. Claire regarda aussi, mais ne vit que l'obscurité familière et la lumière vacillante du couloir ou une partie du câblage trentenaire de l'immeuble. Elle força un sourire. « Tu as dû faire un cauchemar et avoir peur des ombres. »« Ça va. Je suis là. » Daniel ne répondit pas. Ses petites mains serraient Léo si fort que la silhouette de l'ours se déforma. Le lendemain matin, Claire croisa Madame Béatrice du 703, qui arrosait ses fougères sur le balcon. « Votre fils a encore pleuré hier soir, hein ?» demanda la vieille dame, regardant par-dessus ses épaisses lunettes. « Oui », soupira Claire. « Il n'arrête pas de rêver de quelque chose dans le couloir. Probablement à cause des films d'horreur qu'il a vus à l'école. » Béatrice secoua la tête. « Il s'est passé des choses étranges ici, j'habite dans cet immeuble depuis 30 ans. Ne laissez pas Daniel jouer seul au 3e étage. » Et sur cet avertissement, elle se glissa à nouveau à l'intérieur. Ce soir-là, Daniel repoussa de nouveau sa soupe et fixa la porte. Claire l'avertit, « Si tu ne manges pas, il n'y aura pas de boulettes de poulet demain. » Il trembla. « C'est encore là. » Claire posa sa cuillère d'un coup sec. « Il n'y a pas de « ça. » Arrête d'imaginer des bêtises. » Le garçon fondit en larmes, ses sanglots résonnant dans la cuisine. Claire s'adoucit, s'assit à côté de lui et demanda doucement, « Dis-moi qui c'est. Que vois-tu » Daniel se mordit la lèvre, secoua la tête, puis traça des formes sur la table. « Il porte une veste à capuche, n'a pas de visage, mais ses yeux te fixent et il te déteste. » Ce week-end, Claire emmena Daniel au petit parc derrière le complexe. Tandis qu'il se balançait, elle demanda à Andrew, le nouveau gardien, « Quelqu'un n'a-t-il erré dans le couloir du 7e étage la nuit ? J'ai trouvé de minuscules empreintes de mains sur ma fenêtre. » Andrew fronça les sourcils. Des résidents se sont plaints de bruit de pas, mais les caméras ne montrent rien. Parlez à Simon, le veilleur de nuit, il connaît cet endroit. Ce soir-là, le bain de Daniel se termina par le même rituel, il fixa la fenêtre. « Ferme les rideaux », supplia-t-il. Claire obéit, la lumière jaune du couloir s'éteignant derrière le tissu. Elle l'embrassa sur le front. « Dors maintenant. » Léo est fatigué aussi. Mais ses yeux restèrent écarquillés dans l'obscurité. Plus tard, Claire travaillait dans la cuisine lorsqu'une rafale froide et un léger clic, 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 s'échappèrent par l'entrebâillement de la porte. Elle regarda par le judas-orien. En ouvrant la porte, un autre frisson la parcourut au visage. « Maman !» La voix de Daniel résonna derrière elle. Elle se retourna et le trouva pâle, transi, Léo serré contre sa poitrine. 3 coups retentirent à la porte. « C'est sans doute le vent », murmura Claire, mais son cœur battait fort. Il se passait quelque chose. Le lendemain matin, elle trouva Simon en train de siroter un café dans la guérite. « Je l'ai vu, » dit-il doucement, « un garçon nommé Lucas, du 3B. Il erre la nuit, se tient aux portes, observe, puis s'en va. » Claire ressentit un frisson. En chemin,
son voisin Joseph l'a prévenu, le père de Lucas est un ivrogne qui le bat, personne ne l'aide. Mon fils va à la même école. Un jour, Lucas a fourré un lézard dans le sac à dos d'une fille et l'a menacé. Ce soir-là, le dîner avec Daniel ressemblait à un véritable champ de bataille. Il remuait sa soupe, la voix tremblante, si je mange, il s'approchera encore plus. La cuillère glissa des mains de Claire. Elle réalisa que le dîner n'était plus un moment d'amour, mais une protection contre quelque chose qui se rapprochait de son enfant. Nuit après nuit, le ruissellement de l'eau dans l'évier se mêlait au léger sifflement du vent. Dans le petit appartement du 7e étage, les 3 coups de l'horloge murale au tic-tac résonnèrent après minuit. Claire se réveilla en sursaut, sa chemise de nuit trempée de sueur. Elle ignorait si c'était un cauchemar ou le bruissement dans la pièce voisine. Elle se redressa, le cœur battant, les pieds sur le sol froid. Elle se glissa silencieusement dans le couloir vers la porte de Daniel. Retenant son souffle, elle aperçut la douce lueur bleue de la veilleuse se répandre par l'entrebâillement, mais la pièce était vide. « Daniel » murmura-t-elle d'une voix tremblante de peur. Il n'y eut pas de réponse. Elle ouvrit la porte plus largement, le cœur battant la chamade. Un léger bruissement s'éleva du salon et Claire se précipita dehors. Là, près de la fenêtre, se tenait Daniel, sa petite silhouette tremblante tandis qu'il s'efforçait de fermer les rideaux. Il marmonnait sans cesse, « Il a vu. Il a vu. » Elle se précipita et le serra dans ses bras. « Daniel, qu'est-ce que tu fais ? Tu es gelé. » Le garçon se raidit, puis s'effondra contre elle, tout tremblant, le visage enfoui dans sa poitrine. « Il est là-bas, maman, » sanglota-t-il. Il m'a regardé. Ses yeux étaient tout blancs. Il était si proche. Claire lui caressa les cheveux, s'efforçant de garder son calme. « Il n'y a personne dehors, mon chéri. C'était juste un mauvais rêve. Tu es épuisé. » Il se recula, les yeux écarquillés. Ce n'était pas un rêve cette fois. Ça m'a parlé. Ça m'est venu droit à l'oreille. Qu'est-ce que ça disait? Le cœur de Claire battait fort. Le visage de Daniel pâlit. Il était écrit, « Tu vas disparaître. » Le lendemain matin, Claire se fit porter malade. Elle sécha son service de révision et prépara du lait chaud pour Daniel avant de s'asseoir au petit bureau près de la fenêtre. Il était assis à côté de Léo, son ours adoré, silencieux et immobile. Lorsqu'elle commença à ranger crayons et papier, elle se figea. Un bout de papier froissé était coincé entre ses cahiers de coloriage fin, usés, les bords effilochés, les mots irréguliers maculés de coups de crayon frénétiques, « Tu es faible. Ta mère va disparaître. » Les mains de Claire tremblaient en le dépliant. « Daniel, qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle, la voix tendue. Il ne répondit pas. Ses yeux fixaient sa paume ouverte, comme s'il tenait quelque chose que personne d'autre ne pouvait voir. Claire s'agenouilla à côté de lui. Qui a écrit ça? Quelqu'un à l'école l'a mis là. Il secoua la tête, puis se recroquevilla sur lui-même, se bouchant les oreilles. Pas écouter, pas écouter, pas écouter. Il se mit à murmurer ces mots encore et encore. Daniel, arrête, dit Claire en haussant les épaules. Tu me fais peur. S'il te plaît, parle-moi. Mais il la fixait simplement, d'un air absent et distant, comme s'il s'était échappé hors de sa portée. Tard dans l'après-midi, Claire se confia à son amie Lucie, qui habitait juste en bas du couloir, au 702. Lucie, toujours impeccablement vêtue, remonta ses fines lunettes. « Il faut que tu fasses quelque chose, dit-elle doucement. Vivre dans cette peur trop longtemps, ça va le ronger. Les psychologues pour enfants de Bellevue sont excellents. Je t'enverrai leur numéro. » Claire hocha la tête, mais la panique lui monta à la gorge. Et s'il refuse de parler? Comment un médecin peut-il l'aider? Lucie secoua la tête. Ce n'est peut-être pas lui. Peut-être quelque chose dans l'immeuble. Elle jeta un coup d'œil par la fenêtre et murmura, « Tu sais pour le garçon du 3e étage. » Ce soir-là, Claire essaya de préparer le dîner dans le calme. Un parfum de soupe à la citrouille flottait dans l'appartement. Elle posa un bol devant Daniel. « J'ai ajouté du pain croustillant aujourd'hui. Tu veux essayer ?» Il resta assis sans toucher à sa cuillère, les yeux fixés sur le rideau, soigneusement noué depuis cet après-midi-là. Claire se mordit la lèvre. « Quelqu'un a-t-il mis ce mot dans ton carnet ?»« Personne ne l'a fait, » murmura-t-il en serrant Léo contre lui. « Tu ne l'as pas écrit. » Ça avait l'air forcé.
Elle adoucit son ton. Quand tu étais à la fenêtre hier, as-tu entendu quelque chose? Il hocha la tête, les yeux toujours fixés sur le tissu. Il était écrit, si je ne t'écoute pas, je te ferai disparaître. À 3 heures du matin, un léger bruit de pas réveilla Claire, le bruit fantomatique de pieds nus sur le parquet. Elle se redressa brusquement et se glissa jusqu'à la porte de Daniel. Il était assis là, dos à elle, la veilleuse nimbant ses cheveux d'un halo argenté. Daniel, murmura-t-elle. Il ne se retourna pas. À ses pieds se trouvaient des allumettes, disposées en un minuscule triangle. Qu'est-ce que tu fais? Il parla sans se retourner. Je dois les mettre comme ça pour que maman ne disparaisse pas. Claire se précipita et le souleva. Personne ne bouge. Tu m'entends? Il pressa son visage contre son épaule. Plus personne ne m'écoute. Je ne sais plus ce qui est réel. Le lendemain, Claire alla le chercher plus tôt à l'école et rencontra sa maîtresse, Madame Wilson, ferme et bienveillante. Daniel a-t-il changé ces derniers temps? Demanda Claire. Madame Wilson hocha la tête. Il est plus calme, renfermé. Nous l'avons trouvé en train de pleurer dans la salle de bain. Est-ce que quelqu'un le harcèle? La voix de Claire se brisa. Il y avait un nouveau garçon le trimestre dernier, Lucas Harris. Il est perturbé et s'éclipse à la récréation. On essaie de les séparer, a admis l'enseignant. Le sang de Claire se glaça. Les enfants n'écrivent pas, ta mère va disparaître. Ce soir-là, le dîner resta intact. Daniel tremblait devant la fenêtre, dont les épingles maintenaient encore le rideau fermé. Tu veux une histoire? Proposa Claire. Il hocha la tête. Il était une fois un lion nommé Léo. Pas ce lion, interrompit-il d'une voix faible. D'accord, sourit-elle malgré sa peur. Il y avait un garçon nommé Daniel, et il était très courageux. Je ne suis pas courageux, murmura-t-il. Tu le es, lui assura-t-elle. Plus courageux que tu ne le penses. Il la regarda, la voix brisée. Si je suis courageux, pourquoi est-il là-bas toutes les nuits? Son cœur se serra. Elle n'avait pas de réponse. Pendant 3 nuits, la veilleuse brillait de 1000 feux. Daniel ne dormait que lorsqu'il serrait Léo dans ses bras. Claire était insomniaque, des cernes se dessinant sous ses yeux. Mercredi matin, il s'est assis à son bureau et a murmuré « Maman, il y a un nouveau mot ». Elle trouva une bande dentelée d'une page de cahier griffonné à l'encre noire, « Ne dis rien ou je le fais vraiment ». Les mains de Claire tremblaient en le lisant. Ce soir-là, désespérée, elle appela Lucie. « Je ne peux pas supporter ça. Je ne pense pas que ce soit juste un enfant qui lui fasse peur. »« Tu veux que je reste dormir ?» proposa Lucie. « Non, » murmura Claire. « J'ai un plan, installer une caméra. » Dehors, la pluie de novembre s'abattait sur les fenêtres. Le vent hurlait à travers les fissures, secouant le couloir moisi. Claire se tenait dans la cuisine, faisant la vaisselle, des bulles éclatant au bout de ses doigts, inconsciente du froid. Un poids lourd lui pesait sur la poitrine. Daniel dormait depuis 1 heure après le lait chaud et la 3e histoire du lion. Il ne serrait plus Léo contre lui, il se blottissait sous la couverture, serrant contre lui un bracelet en caoutchouc qu'il ne lui avait jamais montré auparavant. Quand Claire lui demanda, il secoua simplement la tête. « C'est bon. Ça me rappelle que tu es toujours là. » Une violente rafale fit trembler les fenêtres. La lumière du plafond vacilla une fois, puis s'éteignit, plongeant la cuisine dans l'obscurité. « Bon sang !» marmonna Claire en attrapant sa lampe de poche et en se préparant à ce qui allait suivre. Au moment où le rayon transperçait l'obscurité, un cri de terreur jaillit de la chambre. « Maman, c'est reparti !» cria Daniel. Claire lâcha la lampe torche et sortit précipitamment de la cuisine, ses pieds nus claquant sur le carrelage froid. La porte de la chambre de Daniel s'ouvrit brusquement et il resta là, tremblant. Son visage était blanc comme de la craie, les yeux écarquillés par la panique. Puis un bruit lent et mesuré retentit contre le bois, 3 coups. Daniel sanglota, désignant la porte d'entrée. Claire se retourna, le cœur battant, mais ne vit que la pluie martelant le toit en tôle et le vent hurlant contre la fenêtre. « Tu l'as imaginé » murmura-t-elle en le serrant contre elle. C'était juste la tempête. Non, haleta-t-il. Je l'ai entendu. 3 coups, comme l'autre soir. Claire lui serra la main et força un calme qu'elle ne ressentait pas, reste ici. Je vais vérifier. Elle remonta le couloir à pas feutrés, chaque pas résonnant.
Arrivé devant la porte d'entrée, ses doigts effleurèrent la poignée métallique, glaciale contre sa peau. Son cœur battit à tout rompre, puis fit un bruit sec. La porte s'ouvrit dans un grincement, révélant un couloir vide. Pas une âme en vue. Claire s'avança dans le couloir et fut accueillie par une rafale de vent glacial. À ses pieds reposait un petit objet rouge, un couteau en plastique à la lame tordue et déformée. À côté, une page froissée portait un croquis au crayon d'une femme Claire repoussée hors d'un ascenseur. En dessous, des lettres irrégulières annonçaient « Votre tour de maman approche ». Ses mains tremblaient tandis que la pluie giclait sur son front comme des aiguilles glacées. Le vent semblait lui transpercer les os. Soudain, le cri de Daniel Persalaire « Ne le ramasse pas, maman. Il l'a laissé pour te faire peur ». Claire se retourna. Son fils était là, accroupi dans l'embrasure de la porte, serrant ses genoux contre lui, comme si l'effondrement risquait de l'engloutir tout entier. Elle le prit dans ses bras, claqua la porte et, à cet instant, la lumière du plafond s'alluma et vacilla 3 fois un rire étrange et moqueur dans l'obscurité. Le lendemain matin, Claire était assise devant une tasse de café refroidi. Lucie frappa et entra, portant une boîte de churros du marché vers d'Union Square. « Tu ressembles à un fantôme », dit-elle en posant la boîte sur la table. « Il a encore crié hier soir », murmura Claire. Il a juré avoir entendu frapper, trouver un couteau en plastique et ce dessin de moi poussé hors d'un ascenseur. La main de Lucie se figea sur la boîte de churros. « Tu les as gardés ?» Claire hocha la tête et récupéra le couteau déformé et le croquis froissé. Lucie examina le couteau jouet, sa courbure délibérée et menaçante. « Pourquoi le tordre ainsi ? Il voulait que ça paraisse réel, pour nous terrifier. » Et ça a marché. Daniel ne supporte plus de regarder dans le couloir. Lucie baissa la voix. « Tu sais qui a fait ça, n'est-ce pas ?» Le visage de Claire se durcit. « Lucas. Il a 8 ans, mais quelque chose dans son esprit est bien plus sombre. » Cet après-midi-là, Claire accompagna Daniel jusqu'au coin où l'attendait le bus scolaire. Il s'accrocha à elle, les larmes aux yeux. « Je ne veux pas y aller, » murmura-t-il. « Pourquoi, mon amour ? Je ne veux pas qu'il me voie heureuse. » Claire s'agenouilla et essuya ses larmes. « Tu n'as rien fait de mal. Tu n'as aucune raison de te cacher. Tu n'es pas seul. » Daniel serra les lèvres, puis hocha la tête. Claire lança un regard suppliant à Madame Wilson, qui acquiesça doucement avant de guider Daniel dans le bus. De retour à l'étage, Claire appela Andrew, le gardien de sécurité de l'immeuble. « Quelqu'un est venu au 7e étage hier soir ?» Andrew se gratta la tête en regardant les images. Entre 22h et 6h du matin. Personne. Rien. Es-tu sûr ? Je vais voir avec Simon. Il était de garde toute la nuit. Claire trouva Simon dans le bureau des gardes et lui décrivit le couteau, le dessin, les coups. Simon secoua la tête. J'ai déjà vu Lucas errer dans les couloirs, mais jamais au 7e étage. Et personne ne l'avait signalé porteur d'objets étranges enfin, sauf la fois où il avait fourré un chat en peluche, la tête transpercée par un stylo, dans une boîte aux lettres du 3e étage. Claire frissonna. Les gens pensent que c'est juste un enfant perturbé, alors personne n'intervient. Cette nuit-là, Claire resta éveillée sur le canapé, la lumière tamisée de la lampe de bureau. Daniel était allongé à côté d'elle, épuisé, la couverture jetée de côté. Elle laissa les rideaux ouverts, déterminée à regarder. 23h42, la pluie continue de tomber, la lumière du couloir vacille. 23h48, un léger sifflement, mais aucun mouvement. Minuit 3, le rideau de la chambre de Daniel flottait, comme si quelqu'un l'avait frôlé de l'extérieur. Son cœur se serra, mais le couloir resta désert. Elle entr'ouvrit la fenêtre, l'air froid lui mordant les joues. Sur le cadre en béton humide, une empreinte de main fraîche brillait près de la vitre. Le lendemain matin, Claire se rendit à un magasin d'électronique du Lower East Side. Philippe, le technicien, haussa un sourcil. « Vous voulez des caméras ici ? Personne dans votre immeuble n'installe jamais rien. C'est pour ça que j'en ai besoin, » dit Claire en faisant glisser le paiement sur le comptoir. Un devant la fenêtre de Daniel, un devant la porte d'entrée. Reliez-les à mon téléphone et signalez-moi tout mouvement la nuit. Ce soir-là, Claire installa les caméras et dit à Daniel qu'elles étaient une version spéciale de Léo, son ours en peluche qui veillait sur lui. Si quelqu'un s'approche, il rugira très fort. Daniel esquissa un petit sourire et serra fort Léo dans ses bras.
Ne disparais pas, maman. Je suis là, murmura Claire en le serrant dans ses bras. Je ne laisserai plus personne t'effrayer. 3 jours plus tard, Daniel n'avait toujours pas parlé des caméras. Il les observait comme de nouvelles décorations. C'est un héliomètre, maman, demanda-t-il en regardant la fenêtre avec méfiance. Claire repoussa ses cheveux en arrière. Oui. Ça nous indique quand le ciel s'éclaircit à nouveau. Daniel hocha la tête, serrant Léo contre lui. J'espère que le ciel reviendra bientôt. Plus de coups. Claire ne dit rien, fixant le flux en direct de son téléphone. Les 2 premières nuits se passèrent dans un silence étrange, pas de coups, pas de notes, pas de silhouettes dans le couloir. Mais la 3e nuit, alors que la pluie cessait et que le vent hurlait, Claire resta assise après 1h du matin, téléphone à la main. Daniel dormait paisiblement, serrant toujours Léo si fort que sa tête s'affaissa. Claire observait le couloir silencieux, retenant son souffle en attendant le prochain signe de terreur. La lumière du couloir vacillait. À 1h34 précise, une silhouette sombre apparut sur la caméra devant la fenêtre de Daniel. Claire retint son souffle. Un garçon, les cheveux noirs sous un sweat à capuche, affalé et immobile au pas plus de 8 ans. Il marchait d'un pas posé, sans se presser, sans regarder autour de lui, comme s'il savait que chaque pixel l'observait. Claire recula de l'écran, le cœur battant à tout rompre. Elle appuya sur « Enregistrer ». L'enregistrement était d'une netteté déconcertante. Lucas, aucun doute là-dessus. Il se pencha lentement, glissant un petit objet enveloppé dans un mouchoir en papier par la fente de la fenêtre. Puis 3 coups secs retentirent, toc, toc, toc. Claire frissonna tandis que les sons aigus résonnaient dans le couloir silencieux. L'appareil photo capta chaque détail. Après avoir frappé, Lucas regarda droit dans l'objectif. Son regard était vide, mais il brûlait de rage. Un sourire lent et en coin se dessina sur ses lèvres, comme si l'amertume lui avait tordu les os. Claire avait du mal à respirer. Son regard noir semblait dire « Je sais que tu me regardes ». Quelques secondes plus tard, il se retourna et disparut vers la cage d'escalier du 7e étage. Dawn trouva Claire penchée sur son ordinateur portable, en train d'extraire la vidéo. Elle la coupa au moment précis, l'arrivée de Lucas, son cou à la porte, son regard. À cet instant, Lucie entra, portant une boîte de croissants et une tasse de lait fumant. « Rien hier soir ?» demanda-t-il en posant le plateau. Claire orienta l'écran de l'ordinateur vers lui et appuya sur lecture. Lucie observait, le visage vide de ses couleurs. « Oh mon Dieu !» murmura-t-il à l'image figée du regard froid de Lucas. « Qu'est-ce qui l'a poussé par la fenêtre ?» Claire sortit l'objet taché de mouchoir d'un sac plastique. C'était un bout de papier éclaboussé d'encre bleue. D'une écriture irrégulière, on pouvait lire « Souriez ». « La prochaine fois, je ne frapperai pas. » La voix de Lucie tremblait. « Il faut appeler la police. » La voix de Claire était tendue. « Avec cette vidéo ? Ils diront que ce sont des gamins qui rigolent. » Lucie se tut. Puis il demanda « Qu'est-ce que tu vas faire ?» Claire referma brusquement son ordinateur portable. « Je descends au 3e étage. » Cet après-midi-là, elle sonna à l'appartement 3B. La porte s'ouvrit en grinçant sur un homme pâle, mal rasé, empestant l'alcool. « Que voulez-vous » lança-t-il. Claire se redressa. « Êtes-vous le père de Lucas ?» L'homme renifla. La voix de Claire était ferme. « Votre fils n'arrête pas de menacer mon enfant. Il glisse des mots sous notre porte, avec des mots comme « ta mère va disparaître ». Il ricana. Les enfants sont toujours des enfants. Ils s'emportent. Les yeux de Claire brûlèrent. Ne rien faire, c'est de la négligence. Si tu ne lui apprends rien, je le ferai. L'homme se précipita en avant, les yeux injectés de sang. Tu crois que ça intéressera quelqu'un? Cet endroit est un déchet. Claire empoigna son téléphone. J'ai assez de preuves pour te faire regretter ça. Elle se retourna et s'éloigna, sentant son regard comme un couteau dans le dos. Ce soir-là, Daniel toucha à peine à ses nouilles. « Maman » murmura-t-il d'une voix tremblante, « pourquoi peut-il encore me voir ?» Je croyais que Léo était accroché au mur. Claire tendit la main par-dessus la table. « Parce qu'il veut que tu te croies en sécurité. Mais je l'ai vu. Je l'ai filmé, et je te protégerai. » Les yeux de Daniel brillèrent. « Tu as peur ?» Claire pinça les lèvres. «
Oui, mais j'ai surtout peur que tu vives dans la peur. À 1h22, un léger coup la réveilla. Elle attrapa son téléphone. La caméra montrait un mot plié sur le rebord de la fenêtre. Claire se précipita et le ramassa. Le dessin était horrible, Claire attachée à une chaise, le sang coulant sur son corps. En dessous, griffonné, attends un peu. J'ai un nouveau jeu pour ton adorable petit garçon. Claire s'effondra, les mains jointes sur le front. Le lendemain matin, elle déposa Daniel chez Madame Béatrice au 703. Il faut que je sorte, dit Claire, la voix tendue. La gentille voisine hocha la tête. Il est en sécurité avec moi, et avec Léo aussi. Claire embrassa son fils sur le front. Attends-moi. Daniel serra la main de Madame Béatrice, le regard toujours hanté. Claire monta dans un taxi, serrant la clé USB contenant la vidéo. Sa destination, les services de protection de l'enfance de Brooklyn. Dans le bâtiment recouvert de lierre, elle attendit 40 minutes anxieuse, puis fut conduite dans une petite salle de consultation. Teresa, une femme d'une trentaine d'années, et Michael, un homme plus jeune portant des lunettes à monture noire, l'accueillirent. « Mademoiselle Claire, asseyez-vous, s'il vous plaît, dit Teresa. Nous avons reçu votre email et la vidéo. » La voix de Claire tremblait. « Mon fils est vraiment en danger. » Michael inclina la tête. « Connaissez-vous le garçon dans la vidéo ? Lucas Harris, 8 ans, habite au 3e étage. » Teresa griffonna des notes. « Avez-vous parlé à ses parents ? » Claire décrivit le père indifférent. « Avez-vous contacté la police ? » Elle secoua la tête. « J'avais peur qu'ils prennent ça pour des blagues enfantines. » Teresa échangea un regard avec Michael. « Nous transmettons ceci à notre équipe d'évaluation d'urgence. Une enquête à domicile pourrait être menée. Lucas pourrait être placé en soins temporaires pour une évaluation psychologique. » Claire fut submergée de soulagement. « Merci. C'est la première fois que quelqu'un me croit. » Cet après-midi-là, Claire alla chercher Daniel chez Madame Béatrice. Il s'assit pour colorier, sa tension s'apaisant. « Il est à moitié sandwich et tout son lait », rayonna Madame Béatrice. Claire lui serra la main. « Merci. Il a besoin de quelqu'un comme toi. » La voisine sourit. « Vous avez tous les deux besoin d'une écoute. » Ce soir-là, Claire était assise à son bureau, sans ouvrir son ordinateur portable. Ses doigts tapotaient doucement. Finalement, elle se leva et descendit parler à Simon, le gardien de nuit. « J'ai envoyé la vidéo aux services sociaux, dit-elle. Il leva les yeux de son sudoku. « Qu'ont-ils dit ? S'il donne suite, ce sera la première fois que quelqu'un s'en souciera. » Claire lui demanda s'il avait déjà vu Lucas se comporter bizarrement. Simon se souvenait d'un incident survenu 2 mois plus tôt, le garçon était resté 1 heure devant l'appartement 4B avant que son occupant ne décède d'une crise cardiaque. « Je n'en suis pas sûr, admit-il, mais il avait l'air d'attendre. » Le lendemain matin, Claire confronta le directeur Grant de l'école élémentaire Lincoln. L'homme chauve avoua les antécédents troublants de Lucas, avoir fourré les cheveux d'une fille dans ses baskets, crocheté une serrure, affiché des dessins sanglants sur le tableau blanc. « Et vous n'avez pas signalé cela ? Demanda Claire. Il baissa les yeux. « Nous avons parlé à son père. Il est indifférent. Nous manquons d'autorité. » La voix de Claire était brûlante. « Mon fils est une victime. Vous l'avez laissé libre. » Grant hocha la tête. « Si les services sociaux interviennent, peut-être que les choses changeront. » En rentrant chez elle, elle demanda à Madame Martha, à l'épicerie, si elle avait remarqué quelque chose. La femme d'âge moyen confia avoir vu Lucas marquer les portes avec un liquide rouge qui sentait le sirop mais ressemblait à du sang. Il disait qu'il marquait ceux qui allaient disparaître. Claire s'assit sur un tabouret, submergée par le désespoir. « Pourquoi tout le monde sait, et personne n'agit ?» soupira Martha. « On espérait tous que quelqu'un d'autre le saura. » Ce soir-là, Claire borda Daniel. Il lui demanda, « Tu as fait quelque chose, maman ?» Elle murmura, « Je l'ai dit aux adultes. Ils s'en occuperont. » Il frissonna. « Est-ce qu'il le sait ?» Claire hésita. « Peut-être. Mais je n'ai pas peur. S'il se met en colère, il viendra plus vite, » murmura-t-il. Claire le serra fort dans ses bras. « S'il arrive, je serai là. Je ne vais nulle part. » Cette nuit-là, elle laissa les rideaux ouverts et regarda la caméra, la main posée sur record.
À 2h03, la petite silhouette réapparut, Lucas, capuche baissée, les yeux creux comme des orbites vides. Il resta immobile pendant 3 minutes d'agonie, puis esquissa un sourire lent et cruel. Claire jeta un regard à son fils endormi et jura, si quelqu'un lève la main sur lui, elle se battra de toutes ses forces. Le lendemain matin, Teresa a appelé. Mademoiselle Claire, nous arrivons aujourd'hui avec la police locale et un psychologue pour enfants. Votre présence sera peut-être nécessaire. Dans combien de temps, a demandé Claire. 30 minutes. Elle raccrocha et expira, se rassemblant. Tu n'as plus beaucoup de cachette, Lucas, murmura-t-elle, le regard froid et déterminé. La petite voix de Daniel s'éleva de la porte de la chambre, je ne retourne pas là-dedans, maman. Il serra Léo contre lui, les yeux rougis par la peur. Claire s'agenouilla près de lui et lui toucha l'épaule. Tu as juste besoin de te changer, mon chou. J'ai vérifié. Il n'y a personne. Il secoua la tête. Ça a touché Léo la nuit dernière. Ça l'a laissé face contre terre. Tu l'as peut-être laissé tomber dans ton sommeil, dit-elle doucement. Il secoua de nouveau la tête. Non. Je le tenais. Je sais qu'il déteste Léo. Claire se mordit la lèvre, le cœur battant, tandis que le bâtiment s'apprêtait à foncer sur la porte de Lucas. Toute logique, chaque mot apaisant lui semblait totalement inutile. Son fils, le garçon qui riait autrefois librement et chassait les papillons dans les parcs ensoleillés, ne pouvait même pas mettre les pieds dans sa chambre. Cet après-midi-là, Daniel était assis à la table de la cuisine, une couverture usée enroulée autour de ses épaules comme un cocon fragile. Claire plaça devant lui un bol de soupe fumante, dont le doux parfum de poulet et de carottes s'élevait en volutes ondulantes. « Tu ne fais plus mon plat préféré » marmonna-t-il sous la couverture, d'une voix étouffée et distante. « C'est vrai » répondit Claire, les mains tremblantes tandis qu'elle lissait la couverture. « C'est la même soupe au poulet et aux carottes dont tu me réclamais toujours une deuxième portion. J'ai suivi la même recette, elle renifla, j'ai même utilisé les mêmes épices. » Daniel secoua la tête. Il a respiré sur la nourriture, murmura-t-il, les yeux rivés sur le bol. Claire posa la cuillère, la vue brouillée par les larmes retenues. Tu ne peux pas continuer à penser comme ça, Daniel. Tu laisses la peur te dominer. Je ne veux pas, dit-il d'une voix brisée. Puis, dans un cri soudain et angoissé, il secoua la table, faisant basculer le bol. Du bouillon chaud éclaboussa la chemise de Claire. Elle se figea, elle n'avait jamais vu une telle terreur dans ses yeux. Je suis désolé, sanglota-t-il d'une voix faible et brisée. Je ne voulais pas. C'est lui qui me l'a demandé. Ce soir-là, Claire tira tous les rideaux et verrouilla toutes les fenêtres d'une main tremblante. Elle inonda l'appartement de lumière et monta le son de la radio, chassant le hurlement lugubre du vent. Pourtant, Daniel refusait de quitter la chaise en plastique rigide où il était blotti. « Viens te coucher » l'encouragea-t-elle doucement. « Rester assis là toute la nuit te fera mal au dos. » « Non » insista-t-il d'une voix caverneuse, il déteste cette chaise. On dirait une chaise d'hôpital, alors il ne s'approchera pas de moi. Claire s'agenouilla à côté de lui, le cœur battant. « Daniel, je ne veux pas que tu meures. »« Maman » murmura-t-il, ses petites mains agrippant sa manche. « Ça ne tue pas tout de suite, ça fait d'abord disparaître les gens, pour que je sois seul. Ensuite, ça me touchera le cou. » Ses mains tremblaient lorsqu'elle sortit son téléphone. Teresa avait besoin de savoir. Daniel parle de la mort, là. Il refuse d'entrer dans sa chambre, il dit que quelqu'un le surveille 24h24 et 7h7. Il faut qu'on accélère. La nuit tomba et Claire resta éveillée près de sa chaise. Des signes de fatigue dansaient derrière ses paupières. Puis un léger grincement aussi sec que du métal contre du bois la redressa brusquement. La lumière de la cuisine était faible lorsqu'elle ouvrit la porte de la chambre. Daniel avait disparu. Elle traversa l'appartement silencieux au salon, salle de bain, cuisine en courant, l'appelant jusqu'à ce que sa voix se brise. Une soudaine bouffée d'air glacial la frappa depuis le balcon. La porte était grande ouverte. Son cœur fit un bond. Elle trébucha sur le balcon, et il était là, Daniel, escaladant la balustrade, les jambes pendantes dans la nuit vide, les mains blanches de froid. « Daniel » cria-t-elle en se précipitant vers lui et en l'attrapant par la taille. « Non. Écoute-moi, tu n'es pas obligé. Je suis là. C'est moi. » Il se tourna vers elle, les yeux cernés de peur,
les lèvres s'agitant dans une supplication silencieuse. Je dois faire ce qui est écrit, sinon tu vas vraiment disparaître. Les bras de Claire se resserrèrent autour de lui. Ensemble, ils s'effondrèrent sur le sol du balcon. Il pleura contre sa poitrine, ses doigts glacés s'enfonçant. Maman, je suis tellement fatigué. Je ne veux plus voir ça. Des larmes coulaient sur son visage tandis qu'elle le berçait doucement. Tu n'as plus besoin de voir quoi que ce soit. Je ne laisserai plus personne te toucher. Le lendemain matin, Daniel resta recroquevillé sur le canapé, le visage enfoui dans un oreiller. Pendant près de 2 heures, il resta silencieux, les yeux gonflés par des larmes incessantes. Claire le réconforta avec une gorgée de lait, mais il refusa d'ouvrir la bouche. Quand Lucie arriva avec du pain frais et du jus d'orange, la voix de Claire trembla. Hier soir, il a escaladé la balustrade du balcon. Lucie se figea. As-tu tenu Teresa au courant? Oui, murmura Claire. Ils travaillent sur les procédures d'urgence, mais je ne suis pas sûr qu'ils agiront assez vite. Cet après-midi-là, ils étaient assis dans le bureau du docteur James Collins, un homme d'une 50aine d'années au regard doux et au ton chaleureux et rassurant. Daniel était recroquevillé dans un coin, serrant fort contre lui son lion en peluche, Léo. « Salut, Daniel » dit doucement le docteur James. « Léo est ton ami depuis longtemps. » « Il y a longtemps. » « Est-ce que Léo a déjà eu peur? » « Non. » « Mais il ne sait pas parler. » « Eh bien, s'il le pouvait, je pense qu'il dirait « Je vois que mon pote Daniel est vraiment fatigué. J'aimerais qu'il puisse dormir une nuit sans rêver. » Daniel jeta un coup d'œil au médecin, la surprise dans les yeux. « Vous savez, les rêves? » « Bien sûr. Un jour, j'ai rêvé que j'étais une chaise. Les gens se sont assis dessus, puis ont oublié mon existence. Je rêve que je suis une porte et elle continue à frapper, elle ne s'arrête jamais. » Claire se détourna, retenant ses larmes. Ce soir-là, le docteur James lui envoya un courriel, Daniel présente des signes de traumatisme aigu. Une intervention immédiate est nécessaire, sinon il pourrait souffrir de séquelles émotionnelles permanentes. La nuit tomba à nouveau. Daniel resta dans la cuisine, et Claire s'assit à côté de lui tandis que la lumière du plafond vacillait. « Tu veux une histoire » demanda-t-elle. Il hocha la tête, le regard lourd. « Il y a bien longtemps, vivait un lion nommé Léo » commença-t-elle. Il ignorait sa force jusqu'à ce qu'il aperçoive un garçon nommé Daniel, seul dans une forêt sombre. Léo poussa un rugissement puissant, et à partir de cette nuit-là, plus personne n'osa effrayer Daniel. Daniel parvint à esquisser un léger sourire, les larmes encore aux yeux. « Maman, est-ce que j'ai presque fini d'avoir peur? » Très proche, murmura-t-elle en repoussant une mèche de cheveux de son front. Plus tard, Claire observait la vidéo en direct sur son téléphone, le coin cuisine où Daniel dormait sous une couverture. La 8e nuit s'éternisait. À minuit 54, un léger clic sur l'écran la fit sursauter, une ombre se déplaçait devant sa fenêtre. Lucas. Un sweat à capuche noire à la main, un objet métallique scintillant sous la lumière du couloir. Il s'approcha de la vitre, couteau dans sa manche, et frappa 3 fois, toc, 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 puis murmura, « Coupe-toi la main, ou tu ne reverras plus jamais ta mère. » Claire a frappé un disque. La rage et la terreur l'envahissaient. Le lendemain matin, elle est entrée dans le bureau du principal Grant, clé USB et couteau à la main. « Regardez ça » dit-elle. Le visage de Grant pâlit. « Si l'école n'agit pas, je porterai l'affaire devant le conseil d'éducation » prévint-elle. Quelques heures plus tard, Claire se présenta au commissariat avec l'inspectrice Sarah Lewis. Elle présenta le couteau, le dessin avec du sang, la clé USB aux preuves de manipulation émotionnelle et physique. « Appartement 3B, Riverside Appartement » dit Claire à Sarah. C'est son adresse. Quelques jours plus tard, la police et les services de protection de l'enfance encerclèrent l'immeuble. Claire retint son souffle tandis qu'il forçait la porte d'Alan Harris. À l'intérieur, Lucas se tenait muet et immobile, à côté des bouteilles vides de son père. Le docteur William Bennett s'exprima avec urgence, signes évidents de dissociation et d'exposition à la violence. Nous devons le retirer immédiatement. Teresa acquiesça, et les 2 garçons furent placés sous protection médicale. À 19h, le téléphone de Claire a vibré avec la mise à jour de Teresa. Lucas était en sécurité dans un placement temporaire au Manhattan Child Welfare Center, son père faisait l'objet d'une enquête pour négligence et préjudice psychologique. Claire expira, le soulagement mêlé à l'épuisement. « Merci,
murmura-t-elle dans le silence. Tu as fait ce que tant d'autres n'ont pas réussi. Les preuves que vous avez présentées étaient incontournables. Je ne cherche pas les compliments, je veux juste que Daniel goûte sa nourriture sans que ses mains tremblent. La voix de Teresa s'adoucit et elle m'assura, il mangera à nouveau, mais tu dois d'abord te reposer. J'ai raccroché et je suis restée assise, laissant le silence s'installer autour de moi. Ce soir-là, pour la première fois depuis des semaines, Daniel mangea son dîner sans un regard vers le couloir. Il mâcha chaque bouchée avec précaution, puis leva les yeux vers moi et murmura, « Maman, aujourd'hui, Léo a dit, plus personne ne va frapper. » Je me figeai à ces mots, le cœur battant. « Entendre quoi ?» demandai-je. « Le silence, » répondit-il. Des larmes coulèrent sur mes joues, submergées par le soulagement. « Oui, parvins-je à dire, c'est calme maintenant, ma puce. » Une semaine après le départ de Lucas, le couloir du 7e étage scintillait encore sous ses vieilles lumières, mais la terreur qui y persistait s'était dissipée. J'ouvris la fenêtre de la chambre de Daniel pour la première fois depuis plus de 3 semaines, laissant entrer un vent frais et frais plutôt qu'une peur glaciale. Daniel se tenait à côté de moi, serrant Léo contre lui. « Je n'entends plus de pas, » murmura-t-il. Je plaçai une mèche de cheveux rebelles derrière son oreille et lui promis, « Tu n'auras plus jamais à le faire. Il y a des gens qui nous aident maintenant. » Plus tard dans la journée, Teresa des services de protection de l'enfance m'a appelé pour me donner des nouvelles de Lucas Harris. « Claire, a-t-elle commencé, je voulais vous informer que Lucas a été placé sous surveillance psychologique spéciale au centre d'intervention pour enfants du Bronx. On lui a diagnostiqué un trouble des conduites précoces, ainsi qu'un contrôle obsessionnel et une réactivité violente suite à un traumatisme prolongé. Son père, Alan Harris, a été privé de sa garde et placé en réadaptation obligatoire. Tout refus d'obtempérer entraînera des poursuites. » J'ai saisi le téléphone, sentant un poids lourd se soulever dans ma poitrine. Lorsque j'ai demandé si Lucas avait dit quelque chose, Teresa a hésité avant de partager ses paroles, « Personne n'est venu me sauver. Si j'ai eu peur toute seule, d'autres devraient avoir peur aussi. » Je suis restée assise en silence, puis j'ai murmuré, « Aucun enfant ne naît monstre. Mais s'il n'est pas maîtrisé, il devient une part des ténèbres. » Le refuge se trouvait à l'extrémité nord de la ville, un modeste bâtiment de 2 étages avec une petite cour gazonnée et de larges baies vitrées. Lucas arriva dans une camionnette des services sociaux, silencieux et attentif, le regard fixé sur les rues animées. Un membre du personnel, Ethan, l'accueillit sur les marches, accroupi à sa hauteur. « Bienvenue, dit-il doucement. Personne ne peut vous effrayer ici. Mais vous ne pouvez effrayer personne d'autre non plus. Prenons un nouveau départ. » Lucas croisa le regard d'Ethan et demanda doucement, « Tu partiras comme ma mère, n'est-ce pas ?» Ethan soutint son regard sans cligner des yeux. « Non. Mais si tu fermes tout à clé et que tu ne laisses personne entrer, tu disparaîtras avant. » Lucas ne répondit pas, mais il cessa de regarder par la fenêtre. Pendant ce temps, Daniel retournait à l'école, ne se cachant plus dans un coin silencieux. Lentement, il se remit à dessiner, mais cette fois, ses dessins représentaient des scènes ensoleillées, et non des silhouettes sans tête ni des couteaux ensanglantés. Un après-midi, Madame Wilson m'a envoyé un message, Daniel avait levé la main pour répondre à une question pour la première fois depuis plus d'1 mois. Il a dit, « Je le sais, parce que ma mère n'a pas disparu. » J'ai lu son message encore et encore, des larmes maculaient l'écran de mon téléphone. Ce soir-là, sous la douce lueur de la cuisine, Daniel termina ses spaghettis et leva les yeux. « Maman, on peut déménager ? Je ne veux plus voir l'escalier du 3e étage. » J'ai marqué une pause, puis j'ai hoché la tête. La même semaine, grâce à l'aide de la municipalité et à une petite subvention du programme d'aide aux parents isolés victimes de traumatisme, nous avons été rapidement installés dans un nouvel appartement à Atoria, à 20 minutes en métro. Notre nouvelle maison était au 2e étage, avec un balcon donnant sur un petit parc. Ce n'était pas luxueux, mais la lumière du soleil entrait par toutes les fenêtres. Dès que nous sommes entrés, Daniel a examiné les pièces et a dit, « Il n'y a plus de vent ici. » Je l'ai serré fort dans mes bras. « Non, juste des oiseaux maintenant. » Une semaine plus tard, j'ai emmené Daniel à sa première séance au centre d'accueil pour enfants local. Le docteur Evelyn Brox, cheveux argentés et regard chaleureux, nous a accueillis. « Aimez-vous dessiner ?» a-t-elle demandé en posant une boîte de crayons devant lui. « Moi aussi » a-t-il répondu. « Mais je ne dessine plus la personne dans le couloir. »« Que allez-vous dessiner maintenant ?» a demandé Evelyn. Daniel a marqué une pause,
puis a esquissé un arbre avec un banc en dessous et Léo perché à côté. J'ai regardé, mon cœur se détendant pour la première fois depuis des semaines. Lors d'une réunion entre le conseil et le centre de soutien, Teresa a fait part des progrès de Lucas. Il avait commencé à parler en thérapie de la nuit où sa mère était partie et de son père qui avait jeté des bouteilles contre les murs. J'ai crié, mais personne n'a entendu, leur a-t-il dit. À partir de ce moment-là, il a essayé d'effrayer les autres pour qu'ils sachent ce que l'on ressent lorsqu'on crie seul. Le docteur Brox a hoché la tête d'un air grave. Il aura besoin de temps, mais il dit enfin sa vérité. Ethan, l'aidant de Lucas, a ajouté, il dessine à nouveau, et il n'y a pas de sang. Hier, il a dessiné une grande maintenant une main plus petite, avec les mots, quelqu'un m'a tiré en arrière. Un après-midi, j'ai récupéré Daniel à l'école. Sur le chemin du retour, il m'a demandé timidement, « Maman, je peux lui écrire quelque chose ?» « Écrire à qui ?» ai-je répondu. « Lucas. Tu n'as pas peur ?» « Je ne veux plus qu'il ait peur tout seul. » J'ai regardé mon fils dans les yeux, sérieux, puis j'ai hoché la tête. « Alors écris-la. Je t'aiderai à l'envoyer. » Ce soir-là, Daniel a écrit une lettre d'une écriture d'écolier tremblante, « Lucas, je suis désolé si tu as eu peur. J'ai eu peur aussi, mais quelqu'un m'a rappelé. J'espère que quelqu'un te rappellera aussi. Je te pardonne. » Léo n'est pas fâché non plus. J'ai plié la lettre, je l'ai adressée à Lucas G, du Centre de protection de l'enfance du Bronx, et je l'ai glissée dans la boîte aux lettres le lendemain matin. En déposant la lettre, j'ai aperçu M. Simon, l'ancien gardien de nuit des Riverside Apartments, qui lisait le journal à la station de métro. « Claire, alors tu as vraiment déménagé ?» a-t-il demandé. « Oui, ai-je dit. Je ne pouvais pas laisser Daniel grandir là où même la lumière était contrôlée par la peur. » Simon a hoché la tête. J'ai entendu Lucas reparler au centre. « Oui, ai-je répondu. Il commence à guérir. » Simon s'est arrêté, le regard empreint de tristesse. « Je le vois toujours comme un enfant qui a besoin d'aide, et j'ai tellement de peine pour votre petit. » J'ai souri doucement, mais mon regard s'est perdu au loin. « Tout le monde a besoin d'aide, ai-je dit. Mais d'abord, il faut qu'ils arrêtent de faire du mal aux autres. » Ce soir-là, tandis que Daniel coloriait à table, il leva les yeux brillants. « Maman, j'ai fini mon assiette ce soir. Il n'y a plus personne dehors. » Je posai mon stylo et le pris dans mes bras. Personne, et il n'y en aura jamais. Dehors, c'était le début de l'hiver froid et sec et pourtant, la lumière du soleil entrait par la fenêtre du salon comme de la soie chaude. Je pliais des vêtements à proximité lorsque j'entendis le rire de Daniel venir du balcon, le premier vrai rire depuis des semaines. En sortant, je le vis perché sur une chaise en plastique, Léo à ses côtés, un avion en papier à la main. « Regarde, maman, dit-il avec un grand sourire. Mon avion a volé plus loin qu'hier. » J'acquiesçai d'une voix posée. « Oui, j'ai vu. Tu t'envoles loin de la peur. » Il se tourna vers moi et sourit. « Parce que maintenant j'ai de la lumière. »« Quelle lumière ?» demandai-je. « La lumière que tu as allumée dans mon cœur. » Je me laissai tomber à genoux et le serrai contre moi. Je garderai cette lumière allumée pour toujours. Ce soir-là, au dîner, je l'ai regardé dévorer jusqu'à la dernière bouchée. « Waouh, tu as tout mangé aujourd'hui ?» ai-je demandé, soulagé et étonné. « Parce que je n'ai plus besoin d'en garder » a-t-il dit entre deux bouchées. Il n'y a personne qui attend dans le couloir, personne qui attend que je m'en aille. J'ai pincé les lèvres, les larmes aux yeux. « Ça va, maman ?» a-t-il demandé doucement. « Je vais vraiment bien, ma puce. » Moi aussi. Une semaine plus tard, lors de la séance de thérapie de Daniel avec le docteur Brox, j'ai reçu un petit colis adressé à lui. À l'intérieur se trouvait une lettre de Lucas. « Daniel, je suis désolé de t'avoir fait peur. J'aurais aimé que d'autres ressentent ma peur pour ne pas être seul, mais tu es plus courageux que moi. Je suis toujours en traitement, le docteur Ethan est bienveillant. Madame Evelyn dit, si j'apprends à m'excuser, ça me fera chaud au cœur. J'essaie. Si jamais tu redessines, dessine-moi aussi. Lucas. » Daniel lut le message en silence, puis posa sa main sur la mienne. « J'ai l'impression qu'il ne me fait plus peur, dit-il. » J'acquiesçai. « Parce que tu as dépassé ta peur. » Le lendemain, Daniel a fait un nouveau dessin, un banc de parc en pierre avec Léo au milieu, Daniel à gauche et un garçon aux cheveux en bataille portant un sweat à capuche bleue à droite.
Le garçon regardait un soleil orange qui brillait au-dessus de lui, et non Daniel. C'est magnifique, ai-je dit en m'approchant. Qui est à côté de toi? Daniel a souri. Lucas. Tu vois? Il ne me regarde pas. Il cherche sa propre lumière. Une semaine plus tard, Lucie est venue me rendre visite avec des tulipes oranges et des chocolats. Félicitations pour ton emménagement dans une maison qui n'est pas hantée, a-t-elle plaisanté. J'ai ri. Tu es le genre d'ami auquel on devrait s'accrocher. Lucie a regardé Daniel construire des blocs et a murmuré, il est tellement différent maintenant. Surtout parce qu'il a choisi de lâcher prise, ai-je répondu. Lucie s'est tournée vers moi. Et toi? As-tu lâché prise? Je me suis tu, puis j'ai hoché la tête. J'ai toujours peur, mais maintenant je sais que tant qu'il y a de la lumière dans la maison, l'obscurité ne peut pas prendre le dessus. Ce soir-là, Daniel m'a demandé, maman, si je revois Lucas, qu'est-ce que je fais? J'ai réfléchi, puis j'ai demandé, qu'est-ce que tu veux faire? Je veux te dire bonjour, mais pas te serrer dans mes bras. J'ai souri. Ça suffit. Tu n'es pas obligé de tout oublier pour pardonner. Mais si ton cœur reste chaud, tu es déjà différente de lui. Daniel a hoché la tête pensivement. Maman, on a gagné? Je l'ai regardé et j'ai secoué doucement la tête. Non. On n'essaie pas de gagner contre qui que ce soit. On doit juste éviter de perdre contre nous-mêmes. Quelques jours plus tard, Daniel reçut une autre lettre d'Ethan au centre. Salut Daniel, j'ai lu ta lettre à Lucas. Il a pleuré, non pas de tristesse, mais parce que c'était la première fois que quelqu'un lui écrivait sans crainte. Il garde ta lettre sur son bureau. Merci de lui avoir donné une chance. Ethan. J'ai terminé ma lecture et j'ai jeté un coup d'œil à Daniel. Tu viens d'apprendre quelque chose aux adultes. Il a haussé les épaules. L'amour ne signifie pas l'accord. Il signifie ouvrir une porte avant qu'elle ne se ferme à jamais. Un dimanche matin, j'ai emmené Daniel au parc voisin. La brise soufflait dans les feuilles mortes tandis que nous étions assis sur un banc, un petit carnet à croquis entre nous. Aujourd'hui, je dessine avec toi, ai-je dit. Les yeux de Daniel se sont écarquillés. Quoi? Tu sais dessiner? J'ai ri. Non, mais je dessinerai mal à tes côtés. Il a gloussé et a annoncé, tu dessines le soleil, je dessine le parc. Alors que nous étions concentrés sur nos dessins, un garçon est passé et s'est arrêté en apercevant Léo. Comment t'appelles-tu? A-t-il demandé à Daniel. Daniel, a-t-il répondu. Je m'appelle Jacques. Ton Léo est cool. Tu veux qu'on s'assoie et qu'on joue? Je les ai regardés discuter, le cœur léger. Des semaines plus tard, je suis retourné une dernière fois dans notre ancien immeuble pour des formalités administratives. Dans le hall, Monsieur Simon astiquait une vitrine. Comment va Daniel? Demanda-t-il. Il va bien. Je ne l'ai jamais vu aussi serein. Simon acquiesça. J'ai entendu dire que Lucas suivait des cours d'art au centre. Ils avaient une vitrine intérieure, il exposait un tableau représentant deux personnes sur un banc, l'une tenant une lettre. Je lui ai adressé un petit sourire. Vous ne le blâmez pas? Demanda-t-il. Je me détournai. J'ai traversé les pires moments. Si je m'accroche à la colère, je ne ferai que réduire ma propre lampe en cendres. Ce soir-là, Daniel serra Léo dans ses bras et s'appuya contre moi sur le canapé. Maman, dit-il, je pense que tous ceux qui ont peur ne font pas de mauvaises choses. Mais peut-être que tous ceux qui font de mauvaises choses ont eu peur très longtemps. Je lui caressai les cheveux. Tu comprends quelque chose, sourit-il. Il faut toute une vie aux adultes pour apprendre. Alors, est-ce que je peux être adulte maintenant? Je ris et le serrai plus fort dans mes bras. Pas encore, mais tu es gentil, et ça suffit. Personne ne n'est mauvais, certains enfants ont juste besoin d'amour au bon moment. Cette histoire nous rappelle qu'il ne faut jamais ignorer la peur d'un enfant. Chaque comportement étrange est le signe d'une douleur qui doit être entendue. Le mal n'est souvent pas de la cruauté, mais d'un manque d'amour opportun. Le silence des adultes est le plus grand danger, mais lorsqu'une personne comme Claire ose croire, s'exprimer et tenir bon, la lumière revient. Guérir, ce n'est pas oublier, c'est choisir de ne pas sombrer dans l'obscurité.